Dans la vidéo précédente, j'ai parlé un peu de façon générale sur les travaux pratiques que nous dispensons aux étudiants de la SVI, bien sûr, travaux pratiques, bien sûr, de la microbiologie appliquée, et nous avons présenté les préliminaires à faire avant de commencer ce qu'il faut pour numérer les différents groupes microbiens. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter ce qu'il faut faire pour la numération des bactéries totales des sols. On commence donc par la préparation des milieux de culture. Alors, le milieu de culture que nous allons utiliser pour cette étude-là, il va comporter 10 grammes de peptone, 20 millilitres d'extrait de sol, alors 3 grammes d'extrait de levure, 5 grammes de glucose, 15 grammes d'agar-agar et 1000 millilitres d'eau de source. Alors là, je rappelle, nous utilisons ici l'eau de source au lieu de l'eau distillée parce que l'eau de source, c'est une eau qui est naturelle, qui n'est pas traitée avec le chlore. Soi-disant, c'est une technique qui nous permet d'apporter le maximum de conditions naturelles pour obtenir, soi-disant, la flore telle qu'elle est dans notre sol. Donc, ce milieu-là, pour rappel, je rappelle donc, ce n'est pas le seul milieu qui existe. Il y a plusieurs milieux que nous pouvons utiliser en bactériologie, et même dans la bactériologie de l'environnement. Il y a plusieurs milieux, mais nous optons pour ce milieu-là parce que des études précédentes nous ont montré qu'il est suffisant pour obtenir de bons résultats. Donc, nous appliquons ce milieu-là. Alors, pour la préparation, nous récupérons le matériel duquel nous avons besoin. Et avant, bien sûr, nous faisons un calcul pour déterminer la quantité, pour calculer la quantité qu'il faut prendre en fonction de la quantité du milieu que nous voulons préparer. Là, par exemple, c'est la quantité nécessaire pour préparer 400 millilitres, parce que c'est de cette quantité que nous aurons besoin pour nos ensemencements. Donc, nous allons prendre notre flacon, la peptone 4 grammes, l'extrait de levure 1,2 g, glucose 2 grammes, l'agar 6 grammes. Donc, tous ces produits-là doivent être pris en respectant les conditions de manipulation des produits chimiques. Alors, il ne faut jamais mélanger les spatules, il ne faut jamais toucher avec les doigts, il ne faut jamais faire des manipulations qui risquent de défaire les produits. Alors, on fait expliquer aux étudiants que ce sont souvent des produits qui sont chers, très chers, et donc il faut prendre les mesures nécessaires pour éviter, soi-disant, toutes sortes de contaminations et du manipulateur et du produit que nous sommes en train de manipuler. Donc, quand nous prenons, soi-disant, nous pesons ces produits-là, nous allons les transvaser, les introduire dans un flacon qui sera destiné à la préparation des milieux de notre milieu. Puis après, on commence par agiter l'extrait de sol. Alors, la quantité que nous allons ajouter est de 8 millilitres quand nous faisons le calcul. Alors, donc pour 1 litre, il va nous falloir 20 millilitres par exemple, et pour 400 millilitres, il va nous falloir 8. Donc, c'est une question de calcul. Et après, on va prendre la quantité suffisante pour avoir 400 millilitres, c'est-à-dire de l'eau de source. Donc, à partir de l'eau de source, on va la mesurer avec une éprouvette graduée, bien sûr. Et l'éprouvette, bien sûr, on rapporte les modalités d'utilisation, c'est-à-dire le trait de l'éprouvette, quand elle est sur la paillasse, on ne prend jamais l'éprouvette dans la main pour lire le niveau de ménisque. Donc, il faut toujours la poser sur la paillasse. Et pour le ménisque large, eh bien, le niveau, c'est le niveau supérieur que nous prenons en considération. Ce n'est pas la même chose que lorsqu'il s'agit d'un ménisque qui est étroit. Donc, dans tous les cas, il y a des mesures que nous avons. La présentation ne permet pas, soi-disant, de faire les choses pratiquement. C'est-à-dire comment ça va venir, Inch'Allah, ça va se présenter dans des vidéos dans lesquelles nous allons montrer comment nous manipulons le matériel, comment nous faisons tout le travail qu'il faut de manière, disons, pratique directe. Là, c'est une présentation pour faciliter la compréhension, pour présenter ce que nous faisons, et j'espère que nous atteignons nos objectifs par ce que nous sommes en train de faire là. Donc, après avoir ajouté les ingrédients nécessaires dans le flacon, et alors on vérifie, on contrôle le pH, et après, on passe à l'autoclave. Bon, l'autoclave, on peut le faire entre 120 et 110 degrés. Là, c'est marqué 120 degrés, mais on opte le plus souvent pour 110 degrés pendant 20 minutes. Donc, alors, et bien sûr, ça va venir, il y a des remarques que je vais apporter pour donner des descriptions sur les préparatifs
préparatifs qu'il faut faire avant, soi-disant, d'autoclaver, parce qu'il y a un matériel qui va avec, qui va nous aider à manipuler, etc., et qu'il faut préparer, qu'il faut autoclaver en même temps que le milieu. Donc, ça va venir dans des remarques que je vais faire suivre de ces présentations-là. Alors, donc, il y a deux possibilités quand nous préparons le milieu. Soit le milieu est destiné pour la manipulation à l'ensemencement en surface. Dans ce cas-là, on peut, si vous voulez, passer après refroidissement à 60 degrés de notre milieu, on va couler en boîte de pétri à l'ordre de entre 20 et 25 millilitres par boîte de pétri. Et bien sûr, le coulage il se fait dans des conditions stériles. Après, soi-disant, on laisse le milieu prendre masse et on prépare la solution, la suspension dilution. C'est une suspension que je vais faire comme remarque dans ce qui va venir après. Et bien sûr, c'est une suspension que les étudiants apprennent à réaliser en deuxième année, dans les premiers pas d'apprentissage de la microbiologie. Et après, on va, soi-disant, passer à l'ensemencement. Après ceci, on passe donc à l'ensemencement. On va ensemencer avec 0,1 millilitre. Généralement, c'est le volume que nous utilisons pour ensemencer les boîtes de pétri. Et après, on va, soi-disant, étaler les inoculums que nous avons ajoutés au milieu de culture. Et nous allons, soi-disant, mettre à l'incubateur position retournée. C'est-à-dire, nous allons retourner les boîtes de pétri et nous allons faire l'incubation dans les études. Alors, concernant le deuxième volet de préparation, c'est-à-dire quand on veut faire un ensemencement dans la masse, donc on va suivre, c'est la même chose exactement pour la préparation du milieu, mais là, si vous voulez, on commence par la préparation de la suspension d'édition avant l'ensemencement. Donc, on prépare la suspension. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on aura besoin d'ajouter d'abord d'ensemencer avec les boîtes vides. Les boîtes vides, donc on commence avec la préparation de la suspension d'édition. Alors, donc, on ensemence 1 millilitre quand on veut, ce n'est pas la même quantité, généralement on utilise 1 millilitre, parfois plus, pour faire l'ensemencement dans la masse, mais pour l'ensemencement en surface, on utilise 0,1 millilitre, généralement. Là, si vous voulez, on passe, quand on fait cet ensemencement, alors on passe au coulage du milieu. Le milieu à 60 degrés, donc on le prend et on 50, 55 degrés, etc. Alors, on prend, soi-disant, et on réalise une homogénéisation par des mouvements, des rotations du milieu en boîte de pétri, c'est-à-dire des agitations légères qui évitent, bien sûr, de faire déborder le milieu pour toucher le couvercle. Et, soi-disant, on assure une homogénéisation de l'inoculum que nous avons introduit, qui est de 1 millilitre. Alors, cette étape est suivie souvent par, on laisse le milieu, bien sûr, prendre masse. Ce n'est pas la même chose que tout à l'heure parce que on laisse le milieu prendre masse avant l'ensemencement, mais là, on laisse le milieu prendre masse après l'ensemencement et après, on passe à l'incubateur à 28 degrés Celsius pendant 5 jours. Soi-disant, cette opération-là va permettre, soi-disant, de préparer le milieu et, soi-disant, va nous permettre d'attendre pour, soi-disant, faire la lecture des résultats dans une semaine. Alors, les remarques que je dois souligner avant de passer à la lecture des résultats, ils concernent d'abord en même temps, c'est-à-dire en même temps que la préparation des milieux et avant de passer à l'autoclave, parce que tout ça doit être autoclavé en même temps. Alors, nous devons préparer des pipettes de 2 millilitres, 2 de 1 millilitre, 2 de 10 millilitres, 2 de 5 millilitres et 8 pipettes de 2 millilitres. Alors, et chaque pipette, il est destiné pour une utilisation donnée. Et il y a bien sûr des pipettes que nous préparons pour secours, quand il y a épuisement de toutes les pipettes au cours des préparations que nous faisons. Alors, nous préparons aussi des tubes et flacons contenant les milieux de culture. Il faut les emballer, etc. Parce qu'il ne faut pas mettre les choses n'importe comment. Donc, il faut des systèmes. Nous utilisons des systèmes avant de mettre les choses dans l'autoclave. Alors, il faut préparer des tubes contenant 9 ml d'eau distillée, des tubes de 18 mm, c'est-à-dire le calibre de 18 mm. On peut y mettre 9 ml par tube, bouché au coton, bien sûr, et pour emballer, puis passer à l'autoclave. Nous pouvons avoir besoin de cônes bleus et de cônes jaunes. Alors, donc, c'est ce qu'il faut préparer. Et ce matériel-là, comme j'ai dit, on fait le même emballage, on les emballe en même temps que le milieu de culture et on autoclave la totalité en même temps.
Comme ça, les pipettes, parce que quand nous allons utiliser, nous allons avoir besoin, par exemple, de pipettes stériles pour préparer la suspension d'édition, eh bien, cette suspension d'édition, elle est préparée, soi-disant, avant l'autoclavage, bien sûr, mais soit-disant, il faut avoir du matériel stérile, donc il faut avoir du matériel qui est préparé en même temps que le milieu. Donc ce sont des choses qui se font comme ça. Alors, une deuxième remarque, il va s'agir de l'autoclave. Alors, de simple indication, parce que là, je renvoie toujours les étudiants vers Internet pour voir ce que c'est qu'un autoclave, comment il fonctionne, les différents types d'autoclaves, les différentes façons d'autoclaver, etc. Là, je me contente de dire ce que nous faisons exactement. Alors, nous avons un autoclave automatique, électronique. Donc, qu'est-ce que nous faisons avant de commencer l'autoclavage? Nous emballons le matériel à autoclaver dans un panier. Alors, nous ouvrons l'autoclave et nous vérifions le niveau d'eau. C'est-à-dire, l'eau doit couvrir une résistance, il y a un niveau qui est prescrit par le constructeur, qui est conseillé par le président, donc nous vérifions. Alors, en cas de manque, il faut ajouter l'eau nécessaire, au niveau nécessaire, et c'est une eau qui doit être de bonne qualité. Nous utilisons l'eau distillée. Parce que si vous utilisez l'eau de robinet aussi, il y a, d'une part, ça peut affecter le métal de l'autoclave, et d'autre part, la qualité de la stérilisation va être réduite. Donc, ce sont des choses que nous pouvons démontrer si nous voulons étudier l'effet de l'autoclavage ou l'effet de l'optimisation de l'autoclavage des milieux de culture et du matériel. Alors là, on place notre panier dans l'autoclave, on ferme le couvercle et on serre les écrous de manière symétrique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fermer n'importe comment, mais on ferme de manière symétrique. L'autoclave, il est réglé à 110 degrés ou 120 degrés, ça dépend des besoins que nous avons. Il est réglé aussi en fonction du temps parce que, comme j'ai dit, c'est un autoclave qui est automatique. Alors, il suffit de fermer, il suffit d'allumer et attendre, soi-disant, le temps est terminé, quand l'autoclavage est terminé. Alors, il y a la pression qui va descendre à zéro. À ce moment-là, nous pouvons, soi-disant, ouvrir notre couvercle et récupérer le matériel qui est stérile. Donc, ça, c'est dit de manière très succincte, mais je renvoie toujours les étudiants vers Internet pour voir plus de détails et pour voir même les différents types d'autoclaves, les différentes façons d'autoclaver et les différentes conditions que l'autoclavage nécessite. Alors, une troisième remarque que nous prononçons là, c'est la préparation de la suspension du sol qui se fait, soi-disant, pendant l'autoclavage. Et ça veut dire que le matériel nécessaire pour la préparation du sol doit être préparé à l'avance. C'est-à-dire, s'il y a des choses à stériliser, on les stérilise avant, soi-disant, de commencer l'autoclavage des milieux de culture. Alors, pour cette préparation, donc, nous avons besoin d'un sol tamisé. C'est le sol que nous utilisons d'ailleurs pour la numération de notre microflore. Il faut donc prendre pour broyer, pour dissocier les agrégats. On fait cette opération avec un mortier, bien sûr, et dans des conditions steriles, devant un bec benzène. Nous faisons ce travail devant un bec benzène. Donc après, si vous voulez, nous prenons la quantité qu'il faut, alors à peu près 100 grammes que nous introduisons dans un bocal qui est sur la balance, c'est-à-dire nous plaçons le bocal sur la balance, nous réglons le zéro de la balance, nous ajoutons les 10 grammes, nous pesons 10 grammes dans un premier temps, et après, nous ajoutons le volume nécessaire pour avoir 100 grammes. C'est la meilleure façon, si vous voulez, pour faire la dilution 10-1. Dans certains travaux, nous pouvons prendre, par exemple, 10 grammes, et il faut ajouter la quantité suffisante pour avoir 100 millilitres. C'est difficile, surtout quand on veut travailler dans des conditions stériles. Donc, s'il faut, si vous voulez, si c'est absolument nécessaire, eh ben, nous sommes toujours conduits à calculer la concentration que nous avons. Par des poids secs, par des pesées, etc. C'est différentes façons qui nous conduisent à faire ce calcul-là. Mais en utilisant cette méthode-là, si vous voulez, c'est la meilleure façon de préparer une solution 10-1, parce que nous avons besoin de préparer une solution mère qui doit être de dilution 10-1, et je pense que c'est la meilleure façon. Alors, après, nous mettons notre solution sur un agitateur à froid, un agitateur magnétique, et on laisse agiter une agitation prolongée qui peut dépasser 1 heure. Cette agitation, c'est elle, si vous voulez, qui met en suspension les micro-organismes qui sont associés aux particules du sol. Donc, avec une agitation forcée, les micro-organismes, on a plus de chances, on va assurer leur libération dans le milieu. Donc, quand on va faire la suspension dilution et quand on va ensemencer, nous allons augmenter la chance d'isoler ces micro-organismes.
Alors, la quatrième remarque de laquelle je vais parler, c'est comment on prépare. C'est un rappel, si vous voulez, ce n'est pas nouveau pour les étudiants. Alors, c'est un rappel de la préparation de la suspension d'édition. D'ailleurs, c'est une suspension d'édition que nous apprenons à faire dans les années préparatoires, les premières années quand on fait la microbiologie. Ces suspensions d'édition, elle est faite presque dans toutes les microbiologies. Presque dans la microbiologie alimentaire, médicale, etc. Toutes les microbiologies, on a besoin de faire ces suspensions d'édition. Donc là, pour le cas du sol, par exemple, nous avons déjà préparé la dilution 10-1. Donc, il faut prendre avec une pipette stérile 1 millilitre de cette solution-là. Il faut l'introduire dans un tube qui contient 9 millilitres d'eau, d'eau stérile, bien sûr. Alors là, en homogénisant, après homogénisation, et l'homogénisation, dans ce cas-là, on apprend aux étudiants à homogéniser entre les mains, c'est-à-dire avec un frottement vigoureux, qui, soi-disant, des agitations fortes, qui permettent, soi-disant, l'homogénisation du contenu des tubes, parce que nous ne pouvons pas disposer de beaucoup de vortex pour chaque paillasse, etc., etc., et ça va faire beaucoup de mouvements. Donc, nous évitons l'utilisation des vortex et nous apprenons aux étudiants la méthode microbiologique que beaucoup de microbiologistes, c'est-à-dire l'agitation avec des frottements des tubes entre les mains. Donc, on peut prendre, pardon. Alors, à partir de ce tube qui est 10-2, nous pouvons prendre avec une nouvelle pipette, si vous voulez, 1 millilitre, et nous pouvons faire l'addition 10-3. La même chose, c'est-à-dire après homogénisation, on prend 1 millilitre avec une pipette, bien sûr, une nouvelle pipette, 1 millilitre de l'addition 10-3. Nous l'introduisons dans le tube 9 millilitres, 10-4. Nous allons obtenir l'addition 10-4, etc. Alors, la même opération, il se fait jusqu'à l'obtenir 10-8. Et soi-disant, au cours de chaque passage, alors c'est une technique dans laquelle on recommande aux étudiants de changer de pipette. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons dit qu'en même temps que la stérilisation du milieu, il faut préparer du matériel que nous pouvons utiliser au cours de nos manipulations. Donc, donc ça, c'est les remarques, mais si vous voulez, notre manipulation faite, l'incubation est faite, 16 jours sont déjà passés, on va faire la résultat. Alors, on commence par montrer aux étudiants comment il faut mettre en ordre les résultats. Alors, il s'agit d'un tableau dans lequel on marque le milieu que nous avons utilisé, et nous pouvons spécialiser des cases, alors des cases dans lesquelles, soi-disant des lignes ou des colonnes, dans lesquelles on va mentionner, soi-disant, les bactéries, les actinomycètes, les levures et les moisissures. Alors, nous savons, parce que les milieux que nous utilisons, ce sont des milieux, si vous voulez, ce sont des milieux électifs, ce ne sont pas des milieux sélectifs, et un milieu électif, il peut permettre le développement de plusieurs groupes systématiques en même temps. Ça veut dire, c'est un milieu pour bactéries, mais on peut obtenir des actinomycètes, qui sont des bactéries d'ailleurs, mais des bactéries d'un groupe assez spécial qui se traitent à part, qui a ses particularités, ses spécialistes, etc., etc. Alors, on peut avoir des levures, comme on peut avoir des moisissures. Donc, pour un débutant, si on lui demande de commencer le dénombrement sans lui montrer quelle est la différence entre un groupe et un autre, bon, il va compter, c'est un milieu pour bactéries, il va prendre toutes les colonies comme des bactéries, il va faire le dénombrement. Donc, pour éviter ceci, alors c'est une chose sur laquelle nous insistons, nous montrons d'abord aux étudiants comment reconnaître, nous apprenons aux étudiants comment reconnaître les différents groupes systématiques, c'est-à-dire comment reconnaître une bactérie, un actinomycète, une levure et une moisissure. Et bien sûr, pour cette reconnaissance, nous expliquons aux étudiants qu'il faut que nous recourons au caractère morphologique, surtout macro et microscopique. Alors, concernant les caractères morphologiques pour les bactéries, les colonies sont toujours cireuses. Quand je dis cireuses, c'est toujours cireuses. C'est des gouttes de cire qui peuvent avoir différentes couleurs, différentes formes, différentes surfaces, différentes élévations, etc., etc. Il y a pas mal, il y a beaucoup, beaucoup de formes. Et ces formes, d'ailleurs, on les présente pendant les travaux pratiques, et ce sont des choses qui sont déjà vues dans les cours de microbiologie générale. Donc, nous les rappelons ici, nous montrons aux étudiants qu'ils sont toujours utilisés pour la reconnaissance et l'identification même des bactéries. Donc, ils utilisent ça pour les bactéries. Alors, pour les caractères microscopiques, ce sont des caractéristiques qui sont très intéressantes, et ce qui permet de différencier, bien sûr, les différents groupes de manière très efficace et de manière sûre. Alors là, au microscope, les bactéries montrent des cellules sphériques, des cellules allongées, différentes formes,
D'accord? Et nous insistons sur le fait que le diamètre des bactéries est compris entre 0,26 à 1 micromètre et la longueur, elle est comprise entre 1,1 et 5 micromètres. Alors, ces valeurs-là, ils sont moyennes parce que dans la littérature, vous pouvez trouver 0,3, 0,35, 0,20, etc. Ça dépend des auteurs, mais c'est une valeur moyenne, 0,26 à 0,3 à 1 micron, là, c'est le diamètre, mais la longueur, pour une bactérie, je dis une bactérie normale, c'est entre 1 et 5 micromètres, sauf pour les actinomycètes qui peuvent avoir des filaments qui sont très longs. Alors, les bactéries, bon, c'est une boîte de pétri que nous avons prise au cours de nos travaux pratiques. Donc, ça montre les différents aspects de colonies, comme vous voyez là, et nous avons même un aspect d'antagonisme là entre deux colonies. Donc là, comme vous voyez, les différents aspects, les différentes élévations, différentes associations. Donc, ça permet d'apprendre à reconnaître ce que c'est qu'une bactérie. Alors là, la même chose, ce sont des résultats que nous avons déjà prélevés à partir de résultats de manipulation que nous avons effectués. À part les photos que nous avons là, c'est parce qu'ils sont clairs, ils montrent, soi-disant, les différents aspects de manière claire, donc des bactéries rhizoïdes, des bactéries, soi-disant, filamenteuses. C'est des colonies, hein. C'est des colonies, donc c'est très intéressant de voir ça parce que nous pouvons avoir des bactéries qui ont ces aspects-là. D'ailleurs, c'est fréquent. C'est fréquent. Donc là, les autres, c'est comme vous voyez, c'est des différentes bactéries, donc les différents aspects que nous pouvons avoir. Et comme j'ai dit, nous pouvons avoir beaucoup de formes. Alors, concernant les actinomycètes, bon, c'est des colonies qui sont, quand elles sont jeunes, ils sont cirrhoses. Alors là, nous arrivons à un stade dans lequel l'actinomycète peut ressembler à la bactérie quand elle est jeune, mais quand elle fructifie, c'est-à-dire quand ils forment le fruit chez l'actinomycète, c'est la spore, quand ils forment les spores, leur surface devient crayeuse. Alors, et cet aspect crayeux, parfois, il nous rappelle la texture du nez du pigeon. Le nez des pigeons, on peut dire qu'il est crayeux, donc on peut présenter différentes couleurs. Comme vous voyez les photos que je présente là, c'est des aspects qui sont ridés. Et souvent, la colonie d'actinomycète, elle exerce un poids sur le milieu gélosé. Quand il est sur le milieu gélosé, c'est-à-dire on a l'impression d'avoir un poids qui s'exerce sur le milieu. Et là, un contour, elle apparaît consistante, c'est-à-dire compacte, une chose qui la particularise. Et l'aspect crayeux, c'est le plus caractéristique. Et nous pouvons avoir des petites comme nous pouvons avoir de grosses colonies, mais pas comme les bactéries fongiques, etc. Donc, alors, quand l'actinomycète devient crayeux, alors là, on commence à avoir un aspect qui ressemble aux champignons. Donc, quand ils sont jeunes, c'est-à-dire cirrhoses, ils ressemblent aux bactéries. Et quand ils sont âgés, quand ils fructifient, ils ont un aspect, soi-disant, de moisissure. Et là, pour trancher, la microscopie peut s'avérer intéressante et nécessaire. Et de façon générale, le diamètre il peut varier entre 0,3 et 1,5 micromètres, 1,5, etc. Bon, ce sont des valeurs qui peuvent changer selon les auteurs. Là, au microscope, donc, avec la coloration simple au bleu de méthylène, nous pouvons, soi-disant, voir si vous voulez, des filaments qui peuvent être fortement ramifiés, des filaments fragmentés, différents aspects. Nous pouvons avoir différents aspects. Alors, je rappelle là que c'est un volet qui a ses spécialistes, qui est extrêmement intéressant. Et justement, par l'intérêt qu'il a, c'est très diversifié. Et le temps ne suffit pas, soi-disant, pour tout présenter, mais on présente surtout les caractères généraux qui permettent de reconnaître ça en boîte de pétri. Et dans le cas de besoin, on peut recourir aux examens microscopiques. Là, je présente différents aspects d'actinomycètes, les couleurs qu'ils peuvent avoir, etc. Là, par exemple, nous avons la colonie, comme j'ai dit, alors il existe déjà un poids sur le milieu, et nous avons le contour de la colonie, la marge de la bactérie qui ressemble à une bactérie normale, et le centre qui est crayeux. Là, la même chose, ce sont des diapos qui présentent les actinomycètes, donc on peut avoir différentes couleurs, différents aspects, les différentes surfaces, etc. D'accord? Là encore, c'est toujours les actinomycètes. Alors, donc c'est des petits points là qui présentent par exemple un aspect de craie, mais il y a une présentation que je fais exprès. Là, par exemple, vous avez des moisissures.
Et là, vous avez une moisissure. C'est une moisissure. Là, c'est des moisissures, d'accord? Mais vous pouvez avoir des actinobicètes qui sont dispersés partout. Là, c'est des actinobicètes. Et différents types d'actinobicètes, attention. Différents types d'actinobicètes. Là encore, c'est un actinobicète. Là, la même chose, c'est des actinobicètes. Alors là, c'est des photos que nous avons prises sur Internet. Mais là, ce sont des photos que nous avons prises au cours de nos travaux pratiques. Donc, alors au microscope, comme j'ai déjà signalé, alors nous pouvons avoir des filaments fragmentés, des filaments qui sont fortement ramifiés, d'accord? C'est des filaments qui sont très longs et fortement ramifiés, et nous pouvons avoir, soi-disant, c'est des spores. Donc, c'est les différents aspects que nous pouvons avoir concernant les actinobicètes. Il y a bien sûr d'autres aspects que nous pouvons avoir, comme j'ai dit, nous n'avons pas le temps de tout détailler. Concernant les moisissures, alors leurs colonies sur milieu gélosé sont sous forme d'un amas de filaments. Ces filaments peuvent être aériens ou intramatriciels, c'est-à-dire aériens, c'est-à-dire les filaments ils sont émergents, intramatriciels, c'est-à-dire émergents qui poussent dans le milieu de culture. Alors, ces colonies peuvent être cotonneuses, laineuses, poudreuses, rares, couleurs, de différentes couleurs, etc. Alors, quand je dis cotonneuses, c'est-à-dire comme ils ont un aspect d'un amas de coton. Quand tu es des laineuses, c'est un amas de laine, etc. Bon, ce sont des termes que nous utilisons pour la description de l'aspect morphologique des colonies fongiques. Ils peuvent avoir différentes couleurs, différentes odeurs. Et soi-disant, le caractère microscopique, alors il se traduit par, soi-disant, un mycélium parfait qui peut être cloisonné ou non. C'est des filaments qui sont cloisonnés ou non, alors qui peuvent être fortement ramifiés, et ces filaments peuvent être, soi-disant, dans l'appareil sporifère ou les conidiophores qui portent les conidies, etc. Bon, sans entrer dans le détail, alors ce qui nous intéresse là, c'est surtout la taille. Alors, le diamètre chez les champignons, il est compris entre 5 et 10 micromètres. Donc, c'est un diamètre qui est inférieur à 10 micromètres généralement et supérieur à 5 micromètres. Alors là, c'est une présentation de quelques moisissures avec différents aspects, différentes couleurs dans le milieu de culture, les pigmentations, etc. Là, la même chose, ce sont des moisissures qui sont isolées en boîte de pétri pour purification. Donc, c'est les systèmes que nous utilisons pour purifier les boîtes de pétri, c'est-à-dire on les place par trois, parfois par une colonie par boîte. Alors là, c'est les différents aspects microscopiques des moisissures, si vous voulez. Bon, les différents, c'est un pénicillium, par exemple, c'est un aspergillus, etc., un trichoderma, bon, etc., etc. Il y a, sans entrer dans le grand détail, comme j'ai dit, nous avons différents aspects microscopiques et ce sont des choses que nous pouvons voir par la suite au cours des travaux pratiques quand nous voulons faire les analyses microscopiques des groupes systématiques que nous allons obtenir, des micro-organismes que nous allons obtenir. Alors, concernant les levures, alors c'est des colonies qui sont souvent cireuses, mais qui sont ternes, qui ont une couleur terne, souvent une couleur terne. Alors, on peut avoir du blanc, laiteux, un aspect laiteux, etc. Alors, on peut avoir, si vous voulez, ils sont caractérisés par leur odeur. Ils ont une odeur caractéristique et ils ont une consistance qui est filante. Ça veut dire que lorsque nous prenons un ensemenceur, un fil d'ensemenceur, et nous touchons la colonie, elle peut, soi-disant, laisser un fil qui est lié à un fil qui reste collé entre la colonie et le fil avec lequel nous touchons la colonie. Donc, on dit qu'il s'agit d'une consistance filante. Mais surtout, on les reconnaît par l'odeur. Alors, au microscope, on peut avoir des cellules ovales, des cellules sphériques, globuleuses, rectangulaires, avec ou sans bourgeons. On peut avoir même des mycéliums, des pseudo-mycéliums, parfois des mycéliums parfaits. Dans tous les cas, là encore, c'est un domaine qui est assez diversifié, qui nécessite, soi-disant, beaucoup de choses à dire. Nous allons seulement présenter l'essentiel qui permet, soi-disant, de reconnaître les colonies en boîte de pétri, c'est-à-dire pour les dénombrer, etc. Alors, les levures, c'est des boîtes qui présentent différentes levures. Là, la même chose, c'est des levures qui sont présentées dans la masse et dans
au fond. Là, ce sont des présentations microscopiques de levure. Alors, comme vous voyez, vous avez des cellules ovales avec des bourgeons. Là, je pense qu'il s'agit de Saccharomyces cerevisiae. Vous pouvez avoir des formes globuleuses. Et donc, soi-disant, de façon générale, ce sont des photos qui peuvent se ressembler et qui peuvent être différentes pour certaines. Donc, après, soi-disant, la numération, l'apprentissage de la reconnaissance des différents groupes systématiques, eh bien, on parle aux travaux proprement dits, c'est-à-dire au dénombrement. Comment on va faire ces dénombrements dans des boîtes de pétri. Alors, les microbiologistes conseillent l'utilisation des boîtes qui contiennent entre 300 et 500 colonies. Des fois, c'est un nombre qui est difficile à connaître au premier regard, mais généralement, on conseille aux étudiants de prendre les boîtes qui sont dénombrables, c'est-à-dire dans lesquelles les colonies sont dispersées, assez homogènes, pour soi-disant pouvoir les compter. Parce que s'ils sont associés, s'ils sont les mélangés, etc., bien sûr, on ne pourra jamais les dénombrer. Donc, on utilise une formule que nous pouvons démontrer, bien sûr, et que nous démontrons quand nous faisons les travaux pratiques, que nous démontrons quand nous faisons les travaux dirigés. Alors, le N qui est le nombre moyen, qui est le nombre des cellules par gramme d'échantillons que nous avons. Alors, c'est le nombre moyen, donc c'est-à-dire que pour une dilution donnée, nous avons par exemple 3 boîtes par dilution, donc nous comptons le nombre de colonies par boîte, dans les 3 boîtes, nous divisons par 3, c'est-à-dire c'est le nombre moyen, et puis ce nombre, nous le divisons par le volume de l'inoculum. Est-ce que nous avons en ce moment c'est 0,1 millilitre ou 1 millilitre, alors ça dépend du volume que vous avez utilisé, et là c'est la dilution à laquelle nous avons fait le dénombrement. Est-ce que c'est la dilution 10-3, c'est 10-7, c'est 10, etc. Donc, alors ce sont les valeurs que nous utilisons, c'est la formule que nous utilisons pour dénombrer les micro-organismes. Alors, N, c'est le nombre de cellules par millilitre de prélèvement. NM, c'est le nombre moyen des colonies pour une dilution donnée. Alors, le V, c'est le volume de l'inoculum. T, c'est la dilution à laquelle le calcul est fait. Et ce qui est important, le point sur lequel nous soulignons l'attention, nous attirons l'attention des étudiants, c'est qu'il faut toujours faire le calcul par rapport au poids sec. Le poids frais, il a un taux d'humidité qui est variable. On peut avoir 10% d'humidité comme on peut avoir 90% d'humidité. Donc, le poids ne va pas être le même. Et ce qui est stable, ce qui est constant, c'est toujours le poids sec. Donc, il faut toujours convertir le calcul et traduire le dénombrement que nous faisons en nombre de cellules par gramme en poids sec. Et je vais vous montrer comment faire ceci. Alors, pour soi-disant faire le poids sec, c'est simple. On prend par exemple 10 grammes de sol que nous plaçons dans un dessiccateur. Alors, ce dessiccateur est placé avec un couvercle ouvert dans un four pasteur, le four pasteur qui doit être réglé à 65 degrés, et le dessiccateur, bien sûr, doit contenir des gels de silice et de la pure ponce. La gel de silice, quand elle est bleue, ça veut dire que le climat est sec, et quand il est limpide, ça veut dire que le climat est humide. Donc il faut veiller à ça. Alors, quel est le rôle de cette opération-là? Le microbiologiste de précision, il sait que lorsque, par exemple, vous faites refroidir un échantillon, à la sortie, bon, il risque d'absorber l'humidité de l'atmosphère. Comme ça, son poids va changer. Donc, toujours pour la prise de poids sec, on utilise cet appareil-là. Et à la sortie, bien sûr, on ferme le couvercle, on met le couvercle en place et on laisse le refroidissement se faire à l'extérieur. À l'extérieur, le couvercle fermé, et après le refroidissement, on peut prendre notre poids, et comme ça, nous allons réduire au maximum l'absorption de l'humidité par notre échantillon. À ce propos-là, je dois dire qu'il y a des appareils qui sont utilisés, des balances, dessicateurs, balances qui jouent le rôle de dessicateurs, qui pèsent en même temps, qui sont utilisés pour cette fin-là. Et je dois dire que ce sont des balances qui sont très chères, dont la valeur peut dépasser 6 000 euros. Soi-disant, c'est 60 000 dirhams, 7 millions. Donc là, pour nous, il suffit de faire ce travail-là. Il suffit de disposer d'une balance pour faire le poids, d'un dessiccateur et d'une étude pour faire le séchage, et le problème sera résolu.
Donc, alors pour le calcul du taux d'humidité, parce que le poids sec, c'est quoi le poids sec? Le poids sec, c'est le poids frais auquel on soustrait le taux d'humidité. Et le taux d'humidité, c'est le poids frais, moins le poids sec, sur le poids sec. Donc, on va déterminer, nous connaissons le poids frais, c'est ce que nous faisons au départ. Alors, le poids sec, c'est la pesée que nous faisons après séchage. Et bien sûr, nous faisons le rapport et ça va nous donner le taux d'humidité. Donc, alors, pour le calcul, nous allons donc faire le dénombrement dans la première boîte, la deuxième boîte et la troisième boîte. Alors, et nous allons diviser par 3 pour calculer le nombre moyen et nous allons diviser par l'addition et par le volume. Alors, le nombre frais, alors là, c'est NTS, ça veut dire que c'est le nombre par poids frais. Par poids frais. Donc, c'est le nombre pour la dilution 1 plus la dilution 2 plus la dilution 3 plus la dilution 4 et plus la dilution 5. C'est-à-dire, nous comptons dans 5 dilutions, par exemple, 10 moins 1, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Bon, ça dépend de la dilution que nous utilisons. Donc, il faut diviser par 5. Et bien sûr, ces dilutions, ces calculs, les nombres que nous allons additionner, doivent être au même exponentiel hein, pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, pour convertir, soi-disant, ce dénombrement en cellules par poids sec, bon, c'est simple, il suffit de faire la règle de 3. Alors, pour par exemple un poids donné qui est un poids frais, nous avons le nombre NTF. Et pour un poids sec, nous allons avoir X. Donc, le X que nous allons faire, il va nous conduire à faire cette formule-là. Donc, et généralement, le calcul, on le fait par 1 gramme. Donc, puisqu'il s'agit de 1 gramme, donc 1 gramme poids frais, 1 gramme poids sec, etc. Donc, là, le nombre par poids sec, le nombre total par poids sec, alors c'est le nombre total par poids frais sur le poids sec. Donc, alors NF, c'est le nombre de colonies par poids frais pour une dilution du même milieu. N1 plus N2, c'est le nombre de colonies dans 3 boîtes de la même dilution. D, c'est la dilution du dénombrement. Alors, V, c'est le volume de l'inoculum. Et poids sec, PS, c'est le poids sec d'un gramme de matière à analyser. Donc, NTF, c'est le nombre total de cellules par gramme poids frais de l'échantillon que nous avons analysé. Et NTS, c'est le nombre total de cellules par gramme poids sec. Alors, là donc, après avoir fait cette démonstration, nous passons à l'énumération promondite, au dénombrement promondite, en prenant les résultats des boîtes que nous avons entre nos mains. Donc, comment on fait? On prend la boîte, par exemple, une boîte donnée qui présente une répartition assez homogène de colonies bactériennes. Alors, on divise par 8. Alors, division de la boîte par 8. Alors, le nombre dans une portion doit être multiplié par 8. C'est ça le nombre que nous avons dans la boîte. Et pour le calcul du nombre, alors c'est 44 fois 8, donc 44 dans une portion. Puis multiplié par 8, c'est le nombre de portions que nous avons dans la boîte. Donc ça va donner 352. Ces 352 cellules sont contenues dans le volume de l'inoculum, qui est 0,1 ml, de la dilution 10-3. Donc nous avons là la dilution 10-3. Alors là, pour faire le calcul, donc en appliquant la formule que j'ai présentée tout à l'heure, donc il faut avoir 352, c'est la valeur que nous avons là, donc divisé par 0,1, qui est le volume de l'inoculum, 10-3, c'est la dilution à laquelle nous avons fait le dénombrement. Donc ça va nous donner le nombre par poids frais. Alors pour le calcul, convertir ça en poids sec, donc 1 gramme en poids frais, il représente 0,45 grammes poids sec, ça, après séchage, etc., après séchage et calcul. Alors, donc, il suffit, soi-disant, de faire la conversion. Donc, nombre de bactéries par gramme poids sec, il va nous donner la valeur suivante qui est 765,29, c'est-à-dire à la puissance 4 cellules par gramme, et je répète, par gramme poids sec. Et ce sont ces valeurs-là que nous pouvons utiliser par, soi-disant, revenir à la littérature et pour comparer nos résultats à ce qui est publié dans la littérature. Là, nous avons, si vous voulez, les différentes boîtes de pétri que nous avons au cours après une manipulation, après la libération des bactéries totales du sol.
Donc, différents aspects que nous pouvons avoir, différentes concentrations, différentes répartitions, différentes couleurs, etc. Bien sûr, il y a des mélanges, nous pouvons avoir des moisissures avec. Et bien sûr, ce sont des choses que nous prenons en considération. Nous pouvons avoir des actinobicètes, nous pouvons avoir tous les groupes avec. Et c'est pourquoi nous avons dit dans la présentation qu'il faut présenter un tableau dans lequel tous les groupes doivent être présentés. Et cette présentation est nécessaire dans la mesure où nous voulons, par exemple, pousser la recherche par la suite, c'est-à-dire, quand nous voulons faire l'identification, nous précisons le milieu d'isolement. Ça, d'une part. D'autre part, parfois, nous constatons que le groupe, que la colonie qui est apparue dans ce milieu, qui n'est pas la sienne de façon générale, elle pousse mieux dans ce milieu-là que lorsque nous préparons un milieu qui lui est destiné, par exemple. Alors, c'est une moisissure, si nous préparons un milieu pour moisissure, peut-être que la moisissure que nous obtenons dans un milieu pour bactéries, elle va préférer un milieu pour bactéries qu'un milieu pour moisissure. Donc, c'est pour cette raison-là que nous signalons toujours le milieu d'isolement parce que par la suite, nous recourons à des optimisations de culture, etc., etc. Il y a un certain nombre de choses à faire qui suivent, soi-disant, cette étape-là. Donc, enfin, nous allons présenter nos résultats dans ce tableau-là. Alors, nous avons les bactéries, les actinobicètes, les levures, les moisissures. Donc, les levures, les moisissures, nous avons 2 levures. Avec bien sûr un doute, ce n'est pas sûr. Alors, les actinobicètes, nous pouvons avoir dans les différentes concentrations les nombres qui sont affichés dans le tableau. Les bactéries, alors la même chose, quand nous faisons le calcul, alors c'est la moyenne, donc il va nous donner 4,9 fois 10 à la puissance 9 par 1 gramme de poisson. Et si nous rapportons ça à la littérature, eh bien, nous aurons beaucoup de choses à raconter et beaucoup de choses pour voir quel est, soi-disant, comment est-ce qu'on pourra situer le sol que nous sommes en train d'analyser. Donc, ça, c'est les bactéries totales. Alors, je vais arrêter là parce que, soi-disant, pour éviter, comme j'ai toujours dit, pour éviter, soi-disant, que ça soit trop ennuyeux, je vais arrêter cette vidéo ici et je vais la reprendre pour parler des autres groupes systématiques, à savoir les actinobicètes, les levures et les moisissures, que je vais peut-être traiter en une seule vidéo parce qu'il y a beaucoup de points communs entre ces différents groupes systématiques. Le détail que j'ai donné dans l'analyse, dans la lecture des bactéries totales, certainement, je ne vais pas les reprendre quand je vais faire les autres groupes, mais quand nous avons besoin de ces détails, il faut revenir, bien sûr, à la diapo, soi-disant, au film, à la vidéo dans laquelle j'ai présenté les bactéries totales. Donc, à la prochaine vidéo. Allez.